Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Les relations qui nous apaisent sont souvent celles où nous nous sentons en sécurité, sans crainte d'être jugés ni rejetés. Dans cet épisode 281 de notre saga sur l'attachement, nous allons voir comment devenir cette base de sécurité pour les autres. Vous savez, cette base de celui qui écoute sans interrompre, celui qui accueille sans vouloir corriger et qui offre une présence calme et bienveillante pour devenir un vrai soutien pour l'autre. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Comment certains couples, amis ou collègues arrivent-ils à créer des relations si apaisées, où chacun se sent libre d'être lui-même sans peur d'être jugé? Parfois, avec certaines personnes, la moindre remarque ou le moindre silence engendre des tensions que j'ai du mal à gérer. Ça me chicote. Comment puis-je devenir cette présence stable et rassurante dont les autres ont besoin? Cette base de sécurité est-elle un don réservé à quelques-uns ou une compétence que nous pouvons tous cultiver? Excellente question. D'ailleurs, dans le jeu 2 minutes de bonheur, il y a une carte que j'aime beaucoup. Quels sont les gestes ou les mots qui m'apaisent quand je suis tendue? Une question toute simple et qui ouvre sur un sujet essentiel. Qui est pour moi une base de sécurité et pour qui le suis-je? D'ailleurs, avez-vous votre jeu 2 minutes de bonheur à portée de main? C'est un formidable compagnon pour nourrir ces petits gestes et ces mots qui renforcent la sécurité dans nos relations et tout simplement pour prendre le temps d'être heureux. Alors, si vous l'avez pas, vous pouvez le trouver sur amazon.com ou sur 2minutesdebonheur.com. Allez hop, on y va. Dans un couple, dans une amitié, au travail ou en famille, nous avons tous besoin de sentir que quelqu'un peut être là pour nous rassurer, nous aider à mettre des mots, nous offrir un refuge émotionnel et nous encourager à grandir. Quand nous cultivons ces attitudes dans nos liens, nous devenons les uns pour les autres de véritables bases de sécurité. Et c'est souvent à partir de cette sécurité que naissent la confiance, la joie et l'envie d'explorer la vie ensemble. Mais la question que je pense que vous avez tous envie de me poser, c'est quoi être une base de sécurité? Être une base de sécurité pour quelqu'un, c'est un peu comme être ce port tranquille où l'autre peut venir accoster quand la mer devient agitée. C'est offrir un espace où la personne peut être elle-même sans crainte d'être jugée ni rejetée. C'est savoir accueillir ses émotions, même quand elles débordent, sans vouloir les corriger tout de suite. Être une base de sécurité, c'est écouter pour comprendre, pas forcément pour répondre. Être une base de sécurité, c'est aussi être présent, pas forcément parfait. C'est respecter le rythme et le fonctionnement de l'autre, comme par exemple celui qui réagit au quart de tour versus celui qui a besoin de temps pour répondre. C'est celui qui, face à une difficulté, a besoin de parler versus celui qui cherche des solutions. Être une base de sécurité, c'est aussi cela. C'est ne pas imposer. Par contre, c'est proposer. C'est ne pas envahir. Par contre, c'est offrir une présence fiable et constante. Alors, c'est vrai, ça demande de la stabilité émotionnelle, ça demande de l'humilité, de l'écoute et bien sûr beaucoup de bienveillance. Mais sachez une chose, que c'est un cadeau immense à faire à ceux que vous aimez, celui de pouvoir déposer, respirer et oser à nouveau le lien. Alors une autre petite chose qui me semble importante, c'est de voir au-delà du comportement. L'importance de distinguer l'intention du comportement. C'est reconnaître qu'une personne peut avoir une bonne intention tout en adoptant un comportement inadapté. Autrement dit, derrière cette attitude inadaptée, comme une colère excessive, une bouderie ou toute autre attitude où la personne va fuir ou casser le lien, il y a souvent un besoin légitime ou une émotion sincère qui cherche simplement à s'exprimer et parfois bien maladroitement. L'enjeu, c'est donc d'apprendre à regarder la personne au-delà de son geste, à éviter de la réduire à ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, mais à ce qu'elle essaye maladroitement de dire ou d'obtenir. Alors notre rôle, si on cherche à apaiser les choses, c'est d'aider la personne à enrichir sa carte du monde,
comme dit l'analyse transactionnelle, c'est-à-dire lui offrir d'autres façons d'agir plus ajustées à ses besoins. Mais alors nous, comment faire face à ça? J'aime bien Eric Berne, le fondateur de l'analyse transactionnelle, qui l'exprime et qui dit « Dans tout crapaud sommeille un prince. Il est inutile de tuer le crapaud, il suffit de réveiller le prince. » Alors, plutôt que de nous focaliser sur les défauts ou les maladresses, et si nous essayions d'orienter notre regard vers le potentiel, vers ce qu'il y a de beau et de bon chez l'autre? Et c'est souvent là que commence la vraie transformation des relations. Allez, je change de regard. Une des premières pistes pour devenir une base de sécurité, c'est d'aller travailler sa capacité d'écoute. Alors, écouter, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, est-ce que vous savez que, selon certaines études, nous écoutons en moyenne 17 secondes avant d'interrompre notre interlocuteur pour parler de nous? 17 secondes, c'est si peu, et pourtant révélateur, parce qu'en fait, nous avons quand même 2 oreilles et une seule bouche. Peut-être faudrait-il se rappeler que cela veut dire que nous avons besoin d'écouter 2 fois plus que de parler. Donc l'écoute, c'est la première étape d'une communication constructive. Écouter vraiment, c'est accepter de sortir un instant de soi, de ses, à la limite presque de ses valeurs, également de son univers. C'est de mettre entre parenthèses ses jugements, ses valeurs, ses envies, pour rentrer dans l'univers de l'autre. C'est ce que j'appelle une hospitalité intérieure. C'est laisser de la place en soi pour accueillir ce que l'autre vit, ressent et attend. Écouter, c'est chercher à comprendre son interlocuteur avec son système de valeurs qui lui est propre, de découvrir ses émotions, de comprendre ses besoins et ses choix. C'est une forme de curiosité bienveillante sans chercher à corriger ni à convaincre. Cependant, attention, écouter ne veut pas dire approuver. C'est simplement offrir à l'autre un espace où il peut se sentir entendu. Et pour que cette écoute soit bien réelle, elle a besoin d'attention, de patience et d'une présence entière à la fois physique et psychique. Parce qu'au fond, pour comprendre ce que l'autre veut me dire, je n'ai pas 36 solutions. C'est important que je prenne le temps d'écouter vraiment. Alors si vous avez envie d'aller plus loin, filez, écoutez l'épisode 28, Apprendre à écouter. Alors ce que je voudrais quand même dire, c'est que écouter, oui, c'est un risque. C'est celui de ne pas savoir ce que l'autre va dire. C'est accepter de se laisser toucher, parfois bousculer par des paroles qui surprennent, qui dérangent même. Écouter, c'est oser se mettre en mouvement intérieurement. C'est accepter de ne pas tout maîtriser. Alors j'en parle dans l'épisode 49 sur Je montre ma vulnérabilité. Dans un couple, j'entends souvent « tu ne m'écoutes pas ». Et derrière cette phrase, il peut y avoir beaucoup de souffrance, celle de ne pas se sentir reconnu ni compris. Comme Jacques Salomé l'a très bien exprimé, ce qui abîme le lien, ce n'est pas tant le désaccord que le sentiment d'invisibilité. Alors, est-ce que vous savez que bien souvent nous croyons écouter? En fait, nous écoutons à travers nos filtres, nos habitudes, nos certitudes. Parfois, nous croyons connaître l'autre par cœur. On lui met des petites étiquettes qui, de temps en temps, nous empêchent bien d'écouter. Nous avons parfois peur d'entendre ce que la personne a à nous dire, donc du coup, nous parlons pas. Parce que nous avons peur que ça vienne ébranler un équilibre déjà fragile. Et de ce fait-là, nous esquivons. Je la laisse râler, ça va passer, je fais le dos rond. Il m'insulte, je ne dis rien. Ou alors, ah, le pauvre ou la pauvre, il est stressé ou elle est stressée en ce moment. Dans un mois, ça ira mieux. Écouter, c'est tout autre chose. C'est plonger un instant dans le ressenti de l'autre. Installer un climat de confiance autour de l'écoute, c'est aussi une question de posture. C'est regarder vraiment la personne. C'est poser son téléphone, être présent de tout son corps. Combien j'entends de personnes qui me disent quand je discute avec mon conjoint, avec un interlocuteur, il a toujours son nez sur le téléphone et ça me donne le sentiment de me sentir invisible, de ne pas exister. Écouter, c'est offrir un ton de voix calme, un silence attentif, une respiration qui devient commune, on se synchronise. Et puis dans ces moments suspendus, il se passe souvent quelque chose de magique. Au-delà des mots, vous allez capter une émotion, une peur,
un besoin caché. Et c'est là toute la beauté de l'écoute. Ce n'est pas seulement entendre, c'est comprendre avec le cœur. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 164, Mieux écouter. Alors, je vous entends me dire, mais en quoi une bonne écoute apporte de la sécurité? Alors, une écoute véritable agit comme un baume apaisant pour celui qui parle. Quand nous nous sentons réellement écoutés sans être jugés, interrompus ou corrigés, quelque chose en nous se dépose. Le corps se détend, la respiration s'apaise, le mental se calme. Pourquoi? Parce qu'une bonne écoute réactive notre système d'attachement sécure. Elle envoie un message profond à notre cerveau qui du coup se dit « Tu peux être toi-même, ici tu es en sécurité ». Et c'est ce que John Bowlby décrit comme une base de sécurité, ce lieu relationnel où l'on peut explorer, se tromper, exprimer sans crainte le rejet. Quand quelqu'un nous écoute avec une vraie présence, un regard attentif, un silence qui accueille, une voix bienveillante, nous ne nous sentons plus seuls avec nos émotions. Nous nous sentons reconnus, valides, importants. Et dans cette reconnaissance, notre système nerveux se régule. L'amygdale, qui est le centre de la peur, va s'apaiser. L'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance, augmente et le lien se renforce. En d'autres termes, écouter, c'est sécuriser. C'est offrir à l'autre un espace où il peut poser ses émotions sans crainte et se sentir accueilli tel qu'il est. Et quand nous nous sentons entendus, nous n'avons plus besoin de crier, de nous défendre ou de fuir. Nous avons simplement besoin d'être et nous pouvons être nous-mêmes. C'est ça la puissance de l'écoute. Elle transforme la peur en confiance et la solitude en lien. Imaginons un dialogue. Après un reproche de ne pas avoir reçu un message en arrivant à la suite d'un long trajet en voiture, celui qui va sécuriser pourra dire « Je comprends que tu aies eu peur qu'il me soit arrivé quelque chose. La prochaine fois, je t'enverrai juste en arrivant un petit message pour te rassurer. » Et du coup, la réponse de celui qui a été insécure dira « Merci » et moi j'essaierai de ne pas interpréter ton silence comme un rejet. Dans ce type de dialogue, petit à petit, la sécurité se construit grâce à cette écoute et aux ajustements dans les comportements. D'autres moyens pour être une base de sécurité pour les autres, ce sont, je reviens aux travaux de John Bowlby, c'est les 4 piliers d'une relation sécurisante. Ces 4 piliers sont comme des fondations. Ils transforment une relation en véritable base de sécurité. Ces 4 attitudes, la force, la sagesse, la sécurité affective et le soutien au développement ne concernent pas seulement la relation parent-enfant. Elles sont en réalité de véritables clés de relations universelles. Commençons par la force. Être présent physiquement et émotionnellement. Enfant dans les bras d'un parent, adulte dans les bras de son partenaire, dans la main d'un ami ou dans la présence calme d'un collègue, c'est cette force tranquille qui dit « je suis là pour toi ». C'est d'abord une base physique solide. Dans ces moments, l'enfant ou l'adulte ressent « je suis en sécurité ». Et ce n'est pas seulement symbolique. Le contact physique déclenche la sécrétion d'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone du lien et de l'amour. Elle provoque bien-être, apaisement et renforce le lien. J'en parlais aussi tout à l'heure. Deuxième pilier, la sagesse. Être parent, c'est aussi offrir un regard d'adulte capable de mettre des mots justes sur les émotions. Face à une chute, une séparation ou une peur, le parent rassure. Je vois que tu es triste. Viens, je te fais un câlin. Tu peux aussi garder ton doudou ou une photo de moi pour te sentir mieux. Et quand le parent ne sait pas, il peut simplement le dire. Je ne sais pas encore, mais cherchons ensemble une solution. Cette sécurité, elle construit la confiance. Il en va de même pour les adultes comme pour les couples. Cette attitude de sagesse, c'est poser un regard bienveillant et réaliste sur une situation. C'est mettre des mots sur ses propres émotions. Je vous renvoie à tous les podcasts qu'on a fait sur les émotions. Et c'est aider ensemble et avec la coopération à trouver des solutions. Parfois, ça peut être juste dire « je ne sais pas encore, mais je vais chercher avec toi ». Troisième pilier, la sécurité affective. Alors la sécurité affective, c'est un refuge émotionnel. Quand l'enfant ou l'adulte vit un stress ou une détresse, il sait qu'il sera entendu et consolé. Cela va lui permettre d'intégrer l'idée. Quand je vais mal,
Je peux demander de l'aide. Quelqu'un sera là pour moi. J'ai de la valeur. Les autres ont de la valeur et le monde vaut la peine d'être exploré. Être ce refuge où l'autre peut venir se déposer sans peur d'être jugé. Quand je sais que je peux revenir vers la personne pour être accueilli, dans ces cas-là, je vais prendre plus facilement le risque d'aller explorer le monde. Parce que j'aurai un endroit avec un soutien où je pourrais venir discuter et parler de mes difficultés. 4e pilier, le soutien au développement. Enfin, être une figure d'attachement sécurisante, c'est encourager l'enfant ou l'adulte à grandir et à explorer. Alors, ça passe par des petites étapes d'autonomie. Pour l'enfant, par exemple, c'est manger seul, essayer, se tromper, recommencer, jouer, tenter. Un parent qui félicite, qui encourage, qui ajuste ses attentes au fur et à mesure donne à son enfant la liberté d'apprendre tout en se sentant accompagné. Encourager son conjoint, son collègue ou ses amis à grandir, à oser, à se lancer, c'est ça le soutien. Ce qui implique aussi de se réjouir de ses réussites et accueillir ses erreurs comme des étapes d'apprentissage. Et hop, je me lance. En résumé, être une base de sécurité pour l'autre, c'est 1. Offrir une présence stable et encourageante. 2. Écouter avec bienveillance. 3. Voir au-delà des comportements. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous propose de vous souvenir d'un moment où vous vous êtes senti véritablement écouté. Vous verrez, il se passe quelque chose de très doux qui donne envie d'écouter à son tour. La petite mousse nous vient cette semaine du pape de l'écoute, Carl Rogers, qui nous partage « C'est au moment où je m'accepte tel que je suis que je deviens capable de changer. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.